Cultination bonjour, très chers curieux, quel est votre talent caché? Dites-le nous en commentaire. Les Égyptiens étaient eux aussi extrêmement talentueux, ne serait-ce que dans la construction des pyramides. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'ils avaient énormément d'autres talents cachés dont une bonne partie n'est pas encore connue ou peut-être même perdue à jamais. Allons explorer les technologies perdues et très passionnantes des pyramides et de l'Égypte antique. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources dans la barre de description. Et c'est parti pour la vidéo. Les méthodes précises de construction des pyramides. Les pyramides de Gizeh représentent un exploit remarquable d'ingénierie antique. La manière dont ces structures massives ont été construites est en partie mystérieuse. Entre nous, seriez-vous capable de construire une pyramide même si je vous donne un manuel? Ben je ne pense pas, non. Déjà qu'apparemment nous ne sommes pas très motivés, nous les jeunes d'aujourd'hui, les Égyptiens de l'Antiquité étaient si bons en architecture qu'ils auraient même pu construire une pyramide avec des Lego. Bah oui, je vous l'avais déjà dit, on ne fait pas le poids. Ils utilisaient des outils rudimentaires en pierre dure pour tailler le granit et le calcaire, mais aussi d'autres méthodes de taille de pierre comme l'utilisation de trépans en cuivre pour percer des trous et de pièces en bois humidifiées pour diviser la pierre. Et pour transporter ces blocs de pierre des carrières jusqu'au chantier de construction, ils utilisaient des bateaux spécialement conçus, des trains en bois, étaient utilisés pour le transport terrestre. Les détails précis de la construction de ces deux moyens de transport ont en partie disparu. La construction des pyramides implique une organisation complexe et une main-d'œuvre importante. Les ouvriers étaient bien formés et disposaient d'une expertise considérable dans les techniques de construction. Alors comment ces architectes, dont on n'atteindra évidemment jamais le niveau, sont-ils arrivés à agencer et assembler les blocs faits de divers matériaux de telle sorte que les pyramides soient encore debout des siècles et des siècles plus tard? Les archéologues en ont une vague idée, mais on n'est clairement pas prêt à savoir. La technique de la dorure. Aviez-vous déjà vu une statue de pharaon faite en argent? Peut-être que si ou peut-être que non. Bon bref, ce n'est pas très important. Toujours est-il que les Égyptiens adorent l'or. La dorure était une technique utilisée par les anciens Égyptiens pour recouvrir des objets et des surfaces avec une fine couche d'or. Ils maîtrisaient cet art pour créer des finitions brillantes et luxueuses sur différents éléments tels que les statues, les sarcophages, les ornements, les masques funéraires, les objets rituels, les temples, les écritures sacrées, les mobiliers et même les bateaux royaux. Pour réaliser la dorure, les Égyptiens utilisaient des feuilles très fines appelées feuilles d'or. Eh oui, c'était de l'or véritable, genre l'or le métal. Ne me demande pas comment ils faisaient à l'époque, car là réside aussi un mystère. Certes aujourd'hui tu pourrais avoir de l'or dans une bouteille d'eau ou sur de la viande si tu as vraiment de l'argent à dépenser, mais je te rappelle qu'on parle de l'Égypte antique là. Ces feuilles étaient produites en martelant de l'or pur jusqu'à ce qu'il soit réduit en une mince couche. Elles pouvaient également être produites en battant des bandes d'or trempées dans l'or entre des feuilles de cuivre. Ensuite, elles étaient appliquées sur une couche d'adhésif spécial. Une base préparée avec de la craie ou de la poudre de marbre et des colles d'origine animale. Les artisans égyptiens étaient très habiles et précis dans l'application de la dorure, surtout lors de l'application de motifs et de détails magnifiques. La production de pigments et de teintures. Les anciens Égyptiens avaient une astuce pour créer des teintures. Ils mélangeaient du sable du désert avec une touche de fantaisie et hop, le tour était joué. Non, je rigole. Les Égyptiens utilisaient ces substances pour colorer divers objets tels que les peintures murales, les sculptures, les textiles, les cosmétiques et les écritures. La première étape de la production consistait à identifier et extraire les matières premières nécessaires. Ils utilisaient une grande variété de sources naturelles pour obtenir les couleurs souhaitées. Par exemple, ils collectaient des minéraux tels que l'ocre pour produire des pigments rouges, jaunes et bruns. Ils utilisent également des plantes, des fleurs et des insectes pour obtenir des pigments verts, bleus et violets. Pour extraire les pigments, les minéraux étaient broyés en une poudre fine à l'aide de meules ou de pilons. Les plantes et les fleurs étaient souvent écrasées pour libérer leurs pigments. Certains pigments nécessitaient des techniques spéciales d'extraction comme la macération ou la distillation. Les artisans égyptiens maîtrisaient les paramètres de cuisson tels que la température, la durée et l'atmosphère pour obtenir les teintes souhaitées. Ils disposaient donc d'une compréhension approfondie des processus thermiques et chimiques qui ont été en partie perdus au fil du temps. Une fois les pigments obtenus, ils étaient mélangés avec des liants pour former une pâte ou une solution. Les liants pouvaient être des substances naturelles telles que la gomme arabique, le miel, l'huile végétale ou le blanc d'œuf.
Ces liants permettaient de fixer les pigments sur la surface à colorer et d'assurer leur durabilité. Ces recettes anciennes ont disparu pendant longtemps, bien que la recherche contemporaine a permis de redécouvrir certaines d'entre elles. Ils sont décidément très forts ces Égyptiens. La technique de l'orfèvrerie. La technique de l'orfèvrerie est l'art de travailler les métaux précieux tels que l'or, l'argent et le bronze pour créer des objets magnifiques tels que des bijoux, des sculptures et des pièces décoratives. La première étape de cette technique consiste à choisir le métal précieux spécifique en fonction des propriétés physiques et de la couleur souhaitée pour l'objet final. Une fois le métal choisi, l'orfèvre commence par le façonner. Il peut utiliser différentes techniques telles que le martelage, le façonnage, la découpe ou le moulage pour donner la forme à l'objet. Ensuite, l'orfèvre peut ajouter des détails et graver des motifs sur l'objet ou encore ajouter aussi des incrustations de pierres précieuses. Une fois que l'objet a été façonné et décoré, l'orfèvre le polit pour lui donner un éclat lisse et brillant. Cela se fait en frottant la surface du métal avec des outils spéciaux et des produits de polissage pour éliminer les imperfections et les rayures. Comme je le disais tantôt, les techniques de l'émaillage et du cloisonné étaient utilisées durant tout le processus d'orfèvrerie, et ces dernières font partie connaissance et un savoir-faire avancé dont tous les détails ne sont pas encore connus de nos jours. L'émaillage est une technique qui consiste à fondre un matériau vitreux coloré sur une surface métallique pour créer des motifs décoratifs. Il était appliqué dans les alvéoles cloisonnés des objets en utilisant une poudre d'émaux. Les orfèvres égyptiens maîtrisaient aussi la technique complexe qui est le cloisonné, une technique de décoration utilisant des cloisons métalliques. Deux méthodes étaient utilisées pour créer les cloisons métalliques. L'inclusion de bandes métalliques dans de la pâte de verre amollie et la découpe et l'assemblage de fines bandes de métal par soudure. J'aimerais bien maîtriser tout cela afin de créer moi-même mes objets. Ce serait certainement très amusant. La technique de la faïence égyptienne. Il est relativement simple aujourd'hui de remplacer des assiettes qu'on aurait cassées. Mais je pense que si vous vous avisez de le faire dans le passé, vu les difficultés certaines de fabrication, vous seriez dans un sacré pétrin. La faïence égyptienne était une technique utilisée dans l'Égypte antique pour créer des objets en céramique colorée. Cette technique était très populaire et utilisée pour fabriquer des amulettes, des figurines, des bijoux et des objets de décoration. La fabrication de la faïence égyptienne commençait par la préparation d'une pâte à base d'argile, de sable fin et de minéraux colorés tels que l'oxyde de cuivre pour le vert ou l'oxyde de fer pour le bleu, et qui étaient mélangés avec de l'eau pour former une pâte malléable. Les artisans ajoutaient parfois du natron, un minéral alcalin, pour aider à la cohésion de la pâte. Une fois la pâte préparée, elle était façonnée en différentes formes, telles que des allumettes en forme d'animaux ou de divinités, des perles ou des vases grâce à des moules en bois, en pierre ou en argile pour donner aux objets leur forme désirée. Dès la période pré-dynastique, l'utilisation de la faïence émaillée, c'est-à-dire avec de l'émail, était très courante. Après le façonnage, les objets étaient séchés à l'air libre ou dans un four à basse température. Une fois secs, ils étaient prêts à être émaillés. L'émail était préparé à partir d'autres mélanges de minéraux colorés, réduits en poudre fine et mélangés avec de l'eau ou du liant organique pour former une pâte, puis appliquée sur les objets en faïence. Après avoir été au four à haute température, puis une fois refroidis, les objets étaient prêts à être utilisés ou décorés davantage. Les connaissances précises sur le processus de fabrication de ces magnifiques objets sont limitées en raison de la nature du matériau et des changements survenus au fil du temps. Certaines informations peuvent être extrapolées à partir des objets survivants et des descriptions anciennes, mais il reste encore beaucoup à apprendre sur les techniques spécifiques utilisées par les anciens Égyptiens pour produire leurs faïences caractéristiques. Les méthodes de construction des obélisques. Le fait que les anciens Égyptiens aient pu extraire, tailler et transporter des obélisques massifs en utilisant des outils primitifs tels que des ciseaux et des coins en bois démontre une expertise remarquable dans le domaine de la construction. La précision requise pour façonner ces structures monumentales provient nécessairement d'une certaine maîtrise des techniques de taille de la pierre. Aussi, le transport des obélisques depuis les carrières d'Assouan jusqu'à leur destination finale impliquait des méthodes de logistique et d'ingénierie avancées. Les Égyptiens utilisaient des bateaux pour acheminer ces énormes structures sur de longues distances. La capacité de manœuvre nécessaire pour charger, transporter et décharger des obélisques massifs sur des embarcations implique une expertise dans le système maritime de l'époque.
Bien que la méthode exacte de construction de base sur lesquelles les obélisques étaient érigés reste inconnue, il est probable que les anciens Égyptiens aient développé des techniques d'ingénierie sophistiquées pour assurer la stabilité et la durabilité de ces structures. La création de bases solides pouvant supporter des obélisques aussi massifs et imposants nécessitait clairement des connaissances approfondies en matière de mécanique des matériaux et de génie civil. Certaines des méthodes et des connaissances utilisées par les anciens Égyptiens ont été transmises et sont encore utilisées aujourd'hui. Toutefois, il est possible qu'ils aient développé d'autres technologies dont nous n'avons pas connaissance à ce jour. Les méthodes de fabrication des papyrus. Vous imaginez fabriquer du papier dans l'Antiquité ? Les papyrus. Des chercheurs ont reproduit les gestes en assemblant des lamelles découpées dans la tige de roseau et en les déposant perpendiculairement les unes aux autres. Cela permettait de former des rouleaux de papyrus, et les Égyptiens, quant à eux, récoltaient les tiges de papyrus, une plante aquatique abondante, dans les marais du Nil. Ils choisissaient des tiges mûres et en bonne santé pour obtenir la meilleure qualité de papyrus. Elles étaient soigneusement épluchées pour enlever la peau extérieure, révélant ainsi les fibres internes. Ces fibres étaient coupées en fines lamelles d'environ 30 cm de longueur, puis trempées dans l'eau pour les rendre plus souples et plus faciles à manipuler. Ce processus permet également d'éliminer les impuretés et de faciliter l'adhésion des fibres entre elles. Les lamelles de papyrus trempées étaient placées côte à côte sur une surface plane, horizontalement et verticalement, pour créer une feuille de papyrus. Les Égyptiens tissaient les lamelles ensemble en alternant les directions, ce qui renforçait la solidité de la feuille. Une fois les lamelles tissées, la feuille de papyrus était pressée pour éliminer l'excès d'eau et aider les fibres à se lier davantage à l'aide de pierres plates ou de planches de bois. On en vient à la conservation. C'est à ce niveau que les recherches continuent car certaines pourraient encore être inconnues de nos jours. Des connaissances médicales avancées. La médecine dans l'Égypte antique était très avancée pour son temps. Les papyrus médicaux et autres documents médicaux découverts dans l'Égypte antique témoignent de la volonté des anciens Égyptiens de documenter et de préserver leurs connaissances médicales. Les papyrus médicaux tels que le papyrus Edwin Smith et le papyrus Ebers ont été découverts en Égypte antique et contiennent des informations détaillées sur le diagnostic, le traitement et les observations anatomiques. Ces documents fournissent des preuves de connaissances médicales avancées dans l'Égypte antique et pourraient être considérés comme une forme de documentation technologique. La capacité de produire et de préserver ces documents sur une longue période peut être considérée comme une forme de technologie de conservation des connaissances. Toutes les connaissances médicales de l'Égypte antique n'ont pas été perdues. Certaines pratiques, recettes et remèdes ont été préservées et font partie de la médecine traditionnelle et de l'ethnobotanique moderne. Toutefois, certaines technologies et techniques plus avancées ont été perdues au fil du temps et sont aujourd'hui redécouvertes grâce à des études archéologiques, des textes anciens et des recherches scientifiques. La momification. Les momies constituent un élément presque indissociable de l'Égypte antique. Pour les obtenir, différentes méthodes de momification étaient utilisées. La méthode de la momification naturelle, plus simple et utilisée pour les personnes de statut social inférieur, consistait à enterrer le corps dans le sable chaud du désert, ce qui permettait une déshydratation naturelle. Le sable agissait comme un agent de dessiccation, préservant ainsi le corps au fil du temps. La méthode de l'embaumement à l'asphalte était utilisée principalement dans la région du Fayoum en Égypte. Le corps était plongé dans de l'asphalte liquide, une substance collante et résineuse qui formait une enveloppe protectrice autour du corps. Cela aidait à préserver les tissus et les organes internes. Certains embaumeurs utilisant des herbes et des plantes spéciales pour momifier les corps. Ces plantes avaient des propriétés antiseptiques et antibactériennes, aidant ainsi à la conservation du corps. Des herbes telles que la menthe, la myrrhe et la cannelle étaient utilisées dans le processus d'embaumement. Il s'agit là de la méthode de l'embaumement à base de plantes. Et nous avons enfin la méthode de l'embaumement royal. Les pharaons et les membres de la famille royale bénéficiaient d'un traitement spécial lors de leur momification. Les embaumeurs utilisent des techniques avancées et des substances rares pour préserver les corps royaux. Des huiles parfumées, des résines précieuses et des amulettes étaient utilisées pour assurer la protection et la purification du corps. Il pourrait avoir plusieurs d'autres méthodes, mais malheureusement, de nombreuses techniques et connaissances associées à ces dernières ont été perdues au fil du temps et ne sont pas entièrement comprises de nos jours. On peut donc conclure de tout ceci que les scientifiques n'ont pas encore exploré toutes les techniques ancestrales des Égyptiens, et j'ai hâte que ce soit le cas. Je trouve cela passionnant, et vous ? En attendant sur la Terre, c'est ici que s'achève notre vidéo du jour.
N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker la vidéo et à surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination, très chers curieux.